On négocie, oui, ils ne veulent pas, normalement depuis 2013. C'est pour cela, moi je me suis dit aujourd'hui, il n'en est pas question de rediscuter, mais elle doit dégager parce qu'elle n'a pas pu apporter un développement, un impact sociopolitique sur le terrain qui a pu favoriser l'émergence du Niger. Aujourd'hui, il est important de changer de partenaire. Dans cette seconde partie, nous examinons une crise stratégique majeure entre le Niger et la France, avec l'uranium comme enjeu central. Depuis plus de 50 ans, le Niger a été un fournisseur clé d'uranium pour le secteur nucléaire français. Mais aujourd'hui, les nouvelles autorités nigériennes remettent en question ces accords, affirmant leur droit à la souveraineté sur leurs ressources. Que signifie cette rupture pour les relations franco-nigériennes? Et quelles sont les répercussions géopolitiques plus larges, alors que le Niger explore de nouveaux partenariats stratégiques? Plongeons ensemble dans cette dynamique où économie, politique et souveraineté s'entremêlent. Niger-France, tension autour de l'uranium nigérien, encore et encore, et je les tiens, ça ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Cyril? Effectivement. Alors, la crise entre la France et le Niger est symptomatique d'un basculement plus large qui s'opère en Afrique de l'Ouest. L'arrêt de la coopération sur l'uranium, ressource vitale pour la filière nucléaire française, est révélateur des tensions croissantes entre Paris et certains anciens partenaires africains. Depuis juillet 2023, les autorités nigériennes ont intensifié une politique de souveraineté économique ciblant des ressources stratégiques du pays, telles que l'uranium. Cette démarche s'est traduite par le retrait du permis d'exploitation détenu par Orano depuis plus de 50 ans en juin 2024. Alors, avec 65% de son électricité produite par le nucléaire, la France est directement dépendante de l'uranium, dont 20% des importations proviennent du Niger. Pourtant, la production d'uranium en France a cessé il y a plus de 20 ans. Alors que le Kazakhstan domine ce marché, le Niger représentait jusque-là un partenaire stable et stratégique, du moins jusqu'au coup d'État qui a rebattu toutes les cartes, autant pour moi. La fermeture de l'accès aux ressources nigériennes pousse donc Orano dans une impasse. Si des pistes existent en Namibie, en Ouzbékistan ou encore en Australie, elles ne sont pas sans conséquences géopolitiques. Le recours accru à l'uranium russe, donc plus 70% en Europe depuis la crise au Niger, sape l'objectif de réduire la dépendance énergétique envers Moscou. Sur le plan militaire, cette crise survient dans un moment de recul historique de la France en Afrique de l'Ouest, traduite par la fermeture de bases militaires ou encore la fin d'accords de défense avec des pays comme le Tchad. Le Niger, pivot stratégique des dispositifs français dans la région, suit donc désormais cette même dynamique. Et Paris assiste donc impuissante à l'érosion de son influence dans des zones où elle intervenait historiquement sans partage. La donne économique a également changé pour le Niger, qui, grâce à un néoloduc chinois récemment achevé, exporte donc désormais du pétrole, créant des revenus qui réduisent sa dépendance à l'uranium. Cette autonomie nouvelle donne aux autorités nigériennes une marge de manœuvre diplomatique inédite, facilitant un rapprochement avec la Russie, l'Iran et d'autres puissances émergentes. La récente visite du Premier ministre nigérian à Téhéran a relancé les spéculations sur un possible accord d'exportation d'uranium vers l'Iran. Donc, on observe donc que ce conflit dépasse largement la seule question de l'uranium et d'Orano. Il illustre la recomposition des alliances africaines marquées par l'affirmation de nouvelles puissances, Russie, Chine, Iran, et par la quête de souveraineté de régimes militaires locaux. Pour la France, l'heure est à la refonte stratégique. Sans une redéfinition claire de ses priorités et de ses modes de coopération, l'effritement de son influence pourrait s'accélérer, laissant la place à de nouveaux acteurs moins enclins à respecter l'équilibre géopolitique actuel. Donc on rappelle, on parle bien de Nigériens. Nigériens, voilà. Effectivement. Nigériens, pas Nigérians. Exactement. On va faire attention, c'est totalement différent, dira le général Tiani. Alors effectivement, merci beaucoup. Et c'est une des raisons même pour laquelle a pris la parole. C'est un sujet qui a été prépondérant dans la prise de parole donc, du général Tiani donc, tout récemment. Il disait, aujourd'hui, la France, l'Occident souhaite avoir accès encore à l'uranium et
Et malheureusement, quand on leur ferme la porte, eh bien, voilà ce qui se passe, c'est des tentatives de déstabilisation. Et donc, voilà, d'où sa prise de parole. Alors, petit commentaire de la part d'un téléspectateur. La politique coloniale de la France en Afrique va lui faire perdre beaucoup sur le continent. En Arabie Saoudite, les Américains exploitent le pétrole et les Saoudiens s'enrichissent également. Mais en Afrique, la France vole carrément, elle s'enrichit seule, tandis que les Africains crèvent de faim. Est-ce que vous êtes d'accord concernant ce postulat? Oui, je pense que c'est important de révéler cette situation. La France a participé au pillage des ressources naturelles de l'Afrique. Il est temps que ça change. Et la France a exploité l'uranium du Niger depuis plus de 50 ans. Est-ce que ça a impacté économiquement le pays? Non. Je pense que aujourd'hui, il est crucial que le Niger puisse trouver de nouveaux partenaires pour l'exploitation de l'uranium et de toutes les autres ressources minières du Niger. Parce que c'est important, parce que le pays n'a pas pu sortir dans cette situation de pauvreté. Si aujourd'hui le permis a été retiré, je pense que c'est dans une suite logique. Le Niger s'inscrit dans une optique de trouver de nouveaux partenaires qui vont aller dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que vous pensez que le Niger souhaite une rupture franche avec la France, ou tout simplement renégocier, retravailler les différents contrats? Moi, je pense que cette logique un petit peu de renégociation était celle qu'adoptait l'ancien régime, donc pré-coup d'État. D'ailleurs, au moment du renouvellement des contrats en termes de gisement avec Orano, il y a eu un long moment de renégociation et qui avait même d'ailleurs failli capoter en 2015. À l'époque, le président Bazoum était encore ministre des Affaires étrangères. Donc ça avait, plutôt 2013. 2013, effectivement. Donc ça coinçait déjà un petit peu à cette époque. Là, je pense qu'on est davantage dans une logique un petit peu beaucoup plus radicale. Hein. On a déjà plus ou moins chassé Orano. On est vraiment dans une autre logique. L'idée, c'est vraiment de trouver de nouveaux partenaires. Donc, et de se débarrasser plus ou moins vous pensez vraiment que le Niger souhaite que la France quitte, en tout cas, ne souhaite plus avoir comme partenaire la France? Oui, je pense que aujourd'hui, c'est une demande populaire, mais aussi légitime. D'accord. Lorsque nous regardons les accords qui ont été trouvés pendant les régimes de 2013-2014 avec l'ancien président Issoufou, normalement, on devait aller d'un pourcentage de 5 à 12%. Mais ça a traîné pendant des années. L'entreprise française n'a pas accepté cette demande populaire. Même la loi a été adoptée à l'Assemblée. Ils n'ont pas accepté d'appliquer. Mais la faute à qui, pour le coup? Oui, bon. Non, mais c'est une bonne question. Mais oui, la faute normalement... On négocie, oui, ils ne veulent pas, normalement depuis 2013. C'est pour cela, moi je me suis dit aujourd'hui, il n'en est pas question de rediscuter, mais elle doit dégager parce qu'elle n'a pas pu apporter un développement, un impact sociopolitique sur le terrain qui a pu favoriser l'émergence du Niger. Aujourd'hui, il est important de changer de partenaire. Et j'insiste sur le fait, la faute à qui, et pour le coup, même le président Tchiani le dit dans ses propos, c'est-à-dire que les complices, et c'est à l'intérieur du pays même qu'il y a des complices et des gens qui ont complètement déstabilisé le pays. Et je te donne la parole dans un instant, Cyril Bondoukoulata. Et pour le coup, Baba, je te pose aussi la question. Et je rappelle même les propos, encore une fois, du ministre Diop qui le dit, qui insiste dessus. On est prêt à travailler avec tout le monde, même avec le diable, tant que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, mettre complètement de côté la France, c'est stratégique? Mais là, oui, parce que c'est Areva. Là, c'est plutôt... Allez, des années, on va dire, de l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est les mêmes, comme il parlait de pillage, mais il faut revenir sur Orano. Anciennement Areva, ça fait 50 ans qu'ils sont dans le pays. Mais qu'est-ce qu'il disait même avant du temps de Bazoum, quand on disait non, vous ne faites pas un partenariat gagnant-gagnant, ce qu'il disait, c'est de dire, écoutez, l'uranium du Niger ne représente que 2,6%. La qualité de l'uranium est très 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 faible, donc nous ne sommes pas dépendants de l'uranium, donc arrêtez avec cet uranium-là. C'est une stratégie de négociation? Non, c'est ce qu'il disait au départ. Là. Oui, la France disait ça? La France, oui. En fait, la France, ou en tout cas certaines puissances. Oui. Mais quand j'ai assisté, c'était au mois de mai 2023, la renégociation qui... Normalement, le contrat devait finir en 2029.
ils ont renégocié ça jusqu'en 2040, mais avec les satisfecits, il fallait voir les ministres de l'époque, Finances et des Mines, et on savait tout de suite que c'était non gagnant-gagnant, en tout cas pas pour le peuple, mais plutôt pour eux. Et pour la tête du pays? Pour la tête du pays, ça se voyait. Avant juillet 2023. Avant juillet, c'était mai 2023. D'ailleurs, le coup d'État a eu lieu en juillet 2023. Mais regardez ce qui se passe. 1000 tonnes sont bloquées à la frontière avec le Bénin. Et c'est là où Orano est en train de, entre guillemets, pleurer, si j'emploie ce mot, pour 200 millions d'euros. C'est-à-dire que les 1000 tonnes vaut 200 millions d'euros. Ils sont en train de faire des démarches au niveau de l'arbitrage international pour récupérer cette exploitation. C'est juste pour dire qu'ils nous ont tout de suite pillé. Donc on n'a pas confiance en sachant que Areva ou Orano, la compagnie c'est Sommaire, c'est détenu par l'État français. Donc non, il faut couper là-dessus. Et j'ai l'impression que dernière chose, pourquoi ça n'avantage pas la France? C'est-à-dire que la France, ce qu'ils payent au Kazakhstan, vu que c'est le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan, effectivement, ce n'est pas les mêmes tarifs que ce qu'ils faisaient presque gratuitement de l'uranium. Donc ils voient la différence. Et c'est ça. Je vais te donner la parole à Cyril dans un instant. Je pense que c'est normal. Merci au téléspectateur Abdulaziz. Je pense que c'est normal, on a payé la France pendant plus de 55 ans avec les bénéfices qu'elle a eus avec la Sommaire. Maintenant, il est temps que cette filiale revienne aux Nigériens. Tu en penses quoi sur cette rupture radicale avec un partenaire? Déjà, moi j'aurais jamais l'approche dans laquelle une rupture radicale qui consiste à penser qu'une rupture radicale c'est la bonne chose. Alors, on parle de business, effectivement. On parle de business, d'un point de vue business, je pense jamais que la rupture radicale c'est la meilleure chose à adopter. Je respecte néanmoins la position nigérienne, mais j'aimerais aussi revenir sur la question de la faute à qui. Quand on parle de la faute à qui, effectivement, il se trouve que Orano a exploité pendant plus de 50 ans un certain nombre de ressources au Niger, aurait potentiellement pu reverser plus, un petit peu au vu de ce qu'elle a pu en tirer, mais qu'est-ce que les pouvoirs en place ont réellement fait de ce qu'ils avaient à leur disposition? Donc moi je reviens toujours un petit peu à cette question. Il se trouve que la taxe sur l'exploitation minière qu'Orano générait représentait environ 100 millions d'euros de revenus par an pour l'État du Niger. Qu'est-ce qui était fait, n'est-ce pas, de ces 100 millions d'euros? Moi, je pense que au-delà d'accuser, de pointer du doigt, qu'est-ce qu'on fait un petit peu des ressources qui sont déjà générées? Ça représentait près de 25% des recettes d'exportation du pays, tout ce qui était uranium. Qu'est-ce qui était fait de cet argent? Donc, je pense que ça aussi, c'est une question. Oui, mais pour le coup, c'est des questions qu'on doit pointer. Et pour le coup, je reprends les propos de Jules Domché, pour le coup, qu'on salue ici sur le plateau, qui le dit. L'Afrique, malheureusement, a eu le malheur d'avoir des autorités, des représentants, des chefs d'État corrompus, nuls, etc. Il le dit clairement. Oui, je pense que... Et ça part... Il y a aussi cette partie-là qu'il ne faut pas négliger. Pas nécessairement corruption. Je pense que c'est... corruption, nulle, qui ne pense pas au peuple, etc. Non, il faut dire les choses, il dit les choses. C'est une évidence, c'est là. Mais ça s'est passé sous la complicité de la puissance étrangère. C'est pour cela, moi, je suis pour la rupture totale. Et il faut négocier pour une nouvelle fois de ces traités. Il est important qu'on essaye de ne pas redonner de l'argent face à l'exploitation, mais plutôt discuter selon des tendances. Vous faites l'exploitation des minéraux chez nous et on échange avec des infrastructures de base. Au lieu de nous donner des millions de dollars qui seront empochés par des hauts responsables, on échange les minéraux face, par exemple, à la construction de 5 ou de 10 hôpitaux ou la mise en place des routes qui vont durer pendant 10 ans, 20 ans. Mais qui négocie ça? Normalement, c'est les représentants de ces États. Forcément, c'est pour cela, aujourd'hui, il y a un sang nouveau en Afrique. Il faut qu'on arrive à comprendre la demande sociale et populaire à la base pour que nos dirigeants puissent respecter pour enfin de mettre en place des infrastructures de base qui vont nous permettre d'émerger et d'avancer. Donc il faut une volonté politique, il faut que les autorités, il faut que les personnes qui sont à la tête des pays aient cette vision-là et ces objectifs-là, pensent au peuple et non pas à leur poche. Donc ça commence par là. Et on ne se poserait pas de questions parce que l'uranium, c'est l'électricité. En gros, c'est l'électricité.
Effectivement. on ne se poserait pas de questions si jamais tous les habitants, je prends l'exemple de la Libye, mais tous les habitants du Niger ou à défaut Niamey, auraient eu l'électricité gratuitement. Et là, ça aurait été un peu comme ce qui se passait en Libye. Et là, au moins, on ne se poserait pas de questions, est-ce que c'est gagnant-gagnant? Mais déjà, il y a des problèmes d'électricité déjà au Niger, c'est-à-dire qu'un pays qui produit autant d'uranium n'arrive pas à avoir de sa propre électricité. C'est une ironie, vraiment. On n'arrive pas à comprendre cette situation. On n'arrive pas à comprendre cette situation. Donc, pour conclure rapidement, alors, que va-t-il se passer finalement? Je pense Donc, ils vont aller au tribunal. Ouais. L'État nigérien a le dernier mot, donc c'est à l'État nigérien de... C'est à l'État nigérien. Bonne question, on va voir comment ça va se passer. Vont-ils trouver un terrain d'entente pour vous? Il ne faut surtout pas trouver d'un terrain d'entente et au contraire se débarrasser, trouver de nouveaux partenaires. Pour d'autres, comme Cyril, au contraire, c'est un partenaire, partenaire économique. Donc s'il y a possibilité de faire du gagnant-gagnant, why not? Le Niger et la France. Le retrait d'Orano et la volonté du Niger de diversifier ses partenariats marquent un tournant décisif pour le pays, qui cherche à réduire sa dépendance à l'uranium. Pour la France, cette rupture accentue un recul historique en Afrique. Ces évolutions illustrent une recomposition des alliances en Afrique de l'Ouest. Dans notre prochaine partie, nous aborderons la différence de traitement de la CEDEAO envers la Guinée et l'AES.